Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. La République du Kenya décide de révoquer la reconnaissance de la pseudo-race et d'entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation à Nairobi. C'est ce que rapporte le site web du palais de l'État de la République du Kenya, State House, suite au message de Sa Majesté le roi Mohammed VI au nouveau président de la République du Kenya. Deuxième round du dialogue social. Le gouvernement a tenu un nouveau round aujourd'hui avec ses partenaires pour traiter des dossiers en suspens. Deux des centrales syndicales les plus représentatives vont aborder avec le gouvernement plusieurs thèmes. Nous en ferons le point. Et nous irons à Casablanca pour vous faire visiter le nouveau marché solidaire, le plus grand espace du genre dédié aux produits du terroir à l'échelle nationale. 2 étages y sont entièrement dédiés au commerce équitable. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço à l'occasion de sa réélection président de la République d'Angola. Dans ce message, Sa Majesté le roi réitère sa détermination constante à œuvrer de concert avec le président angolais en vue de renforcer les relations bilatérales sur la base du respect mutuel, de la coopération fructueuse au service des intérêts des deux peuples frères. Suite au message de Sa Majesté le roi Mohammed VI au nouveau président de la République du Kenya, William Ruto, la République du Kenya a décidé de révoquer la reconnaissance de la pseudo-race et d'entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation à Nairobi. Un communiqué conjoint dont des passages ont été rendus publics par le site web du palais de la République du Kenya, State House, à la suite de la remise ce mercredi d'un message de sa chef de l'État kényan, indique que la République du Kenya a décidé de révoquer sa reconnaissance de la pseudo-race et d'entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation dans le pays. Mohamed El-Chigar. Le communiqué conjoint souligne que par respect du principe d'intégrité territoriale et de non-ingérence, le Kenya apporte son soutien total au plan d'autonomie sérieux et crédible proposé par le Royaume du Maroc en tant que solution unique basée sur l'intégrité territoriale du Maroc pour résoudre ce différend. Le communiqué conjoint ajoute que le Kenya soutient le cadre des Nations Unies en tant que mécanisme exclusif pour parvenir à une solution politique durable et permanente aux différends sur la question du Sahara. Dans son message au nouveau président de la République du Kenya, Sa Majesté le roi Mohammed VI félicite M. William Samoei Ruto pour son élection en tant que 5e président de la République du Kenya. Le souverain salue l'achèvement réussi des élections démocratiques dans ce pays en août dernier, soulignant que ces échéances consolident la position du Kenya en tant que pays phare en matière de démocratie au niveau du continent. Le souverain salue également la promesse du président kényan de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales actuelles entre son pays et divers pays d'Afrique et d'ailleurs. Pour sa part, M. William Ruto a exprimé sa volonté et son engagement à travailler avec le souverain pour le renforcement des relations entre les deux pays, saluant le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la promotion de politiques de tolérance et d'accommodement au niveau de la région du Maghreb, ainsi que sa contribution à la paix et à la sécurité mondiale. Les deux pays se sont engagés à hisser leurs relations diplomatiques bilatérales au niveau de partenariats stratégiques et la République du Kenya s'est engagée à ouvrir son ambassade à Rabat. De même, il a été convenu d'accélérer immédiatement les relations économiques, commerciales et sociales entre les deux pays, notamment dans les domaines de la pêche et de l'agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que dans ceux de la santé, du tourisme, des énergies renouvelables, de la collaboration en matière de sécurité, ainsi que des échanges culturels, religieux et interpersonnels. À Genève, où le Conseil onusien des droits de l'homme poursuit les travaux de sa 51e session, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève a dénoncé l'acharnement et les manœuvres tendancieuses de l'Algérie au sujet du Sahara marocain. Nous l'écoutons.
Monsieur le Président, ma délégation déplore l'acharnement d'un petit groupe hostile visant continuellement à l'instigation de la délégation algérienne à vouloir instrumentaliser et exploiter les travaux du Conseil en s'attaquant à l'intégrité territoriale de mon pays sans respect aucun de l'agenda des travaux du Conseil et par conséquent de la sérénité de nos débats. Le représentant algérien mandate un groupe isolé pour donner l'impression d'un quelconque écho à la thèse de son régime, nul et non avenu et n'ayant aucun lien avec la réalité. Si la délégation algérienne était effectivement attachée au respect des droits de l'homme, elle devrait s'interroger sur les interpellations multiformes et nombreuses dont fait l'objet le pouvoir algérien du fait de violations massives qui se produisent dans le pays et dont sont victimes les opposants, les magistrats, les journalistes, les représentants de la société civile et plus globalement l'ensemble de la société algérienne soumise à un autoritarisme de nature militaire et sans borne. Le délégué algérien devrait aussi s'interroger sur les violations parfois sans équivalent qui se produisent dans les pays qui signent avec lui la déclaration hostile à mon pays, encore une fois, portant des accusations mensongères, non fondées et politiquement motivées. Aux antipodes de ce comportement, je souhaite rappeler que le Royaume du Maroc, pays de dialogue, faisant toujours prévaloir la concorde, la négociation, le compromis et étant toujours tourné vers le futur, s'est exprimé magistralement le 30 juillet dernier à travers le discours du trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors duquel Sa Majesté a réitéré la main tendue à l'Algérie pour trouver un compromis réaliste. Sa Majesté souligne en même temps que le Maroc n'a et n'aura aucune attention agressive ou véhémente à l'égard de nos voisins algériens. Le comportement du régime algérien, malheureusement, va dans le sens contraire, souhaitant maintenir la tension dans notre région du Maghreb, agissant sans réserve en facteur de division, comme l'ont prouvé les démarches, initiatives et déclarations les plus souvent irréfléchies et insensées, exprimant uniquement une hostilité, voire une haine absurde, mais qui sont aujourd'hui relevées avec perspicacité dans toutes les instances internationales, y compris au sein des Nations Unies. Les Nations Unies, d'ailleurs, prennent note de la très grande adhésion de la communauté internationale à l'intégrité territoriale de mon pays et à son initiative d'autonomie, d'essence démocratique, vouée à mettre un terme définitif aux différends artificiels sur le Sahara. Enfin, il m'importe, Monsieur le Président, de rappeler à ce petit groupe hostile, y compris au régime algérien, que le droit à l'autodétermination a comme corollaire intangible et inattaquable le droit à l'intégrité territoriale. Le droit à l'autodétermination n'ayant jamais signifié le droit au séparatisme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Toujours à Genève, les États-Unis ont pour leur part dénoncé les violations des droits de l'homme commises plus tôt par les autorités algériennes, particulièrement les restrictions croissantes aux libertés fondamentales, notamment les nouvelles lois qui restreignent la liberté d'expression, de rassemblement et de constitution d'associations algériennes. Ce nouveau rappel à l'ordre américain à l'endroit du régime algérien vient corroborer les multiples rapports d'organisations régionales et internationales sur la répression visant les militants du Hirak en Algérie. Ces violations des droits de l'homme sont encore plus graves dans l'ouest algérien, dans les camps de Tindouf, où les séquestrés sahraouis vivent sous la terreur de leurs bourreaux séparatistes. Des violations régulièrement dénoncées lors des réunions du Conseil des droits de l'homme à Genève. Témoignage de la présidente de l'Observatoire sahraoui pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme, Aïcha Douéhi. Nous suivons avec une grande inquiétude des tensions croissantes dans les camps de Tindouf au sud-ouest de l'Algérie, où l'accumulation d'un certain nombre d'événements sociaux et politiques a conduit à l'intensification des protestations. Ces événements sans précédent ont également été soulignés par le secrétaire général des Nations Unies depuis son rapport S 2019-282. Dans ces camps, dont la classification comme camp des réfugiés s'accompagne de nombreuses complexités. Nous notons avec préoccupation le maintien de l'état d'urgence sous prétexte de lutter contre le terrorisme, la répression de toutes les formes d'opposition, représailles, violences, menaces, discrimination, pression et arrestation des défenseurs des droits de l'homme et activistes, la discrimination sélective à l'encontre de la liberté de circulation. Gazoduc Nigeria, Maroc à Abuja, le méga projet était au centre des discussions entre le président directeur général de la compagnie pétrolière nationale nigérienne et le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Des entretiens en préparation de la signature d'un mémorandum d'entente entre la partie nigériane, l'Office national des hydrocarbures et des mines et la CEDEAO, prévu demain à Rabat. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de la compagnie pétrolière nationale nigériane. Une fois achevé, le projet fournira environ 3 milliards de pieds cubes standards par jour de gaz le long de la côte ouest africaine, depuis le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc. La rentrée pour les centrales syndicales s'annonce sous de meilleurs auspices et dans un climat de compromis après l'accord tripartite du 30 avril. Aujourd'hui, un deuxième round du dialogue social s'est tenu à Rabat. Le chef du gouvernement a reçu des délégations de l'UNMT et de l'UGTM. Avant de parler avenir et d'émettre de nouvelles revendications, il a été question d'abord des engagements honorés et des acquis. Des mesures sociales prioritaires qui sont sur le point de se concrétiser. En tant que représentant de l'UNMT, nous avons mis l'accent sur une avancée considérable. Il s'agit de la récente décision du conseil d'administration de la CNSS, celle de l'augmentation des pensions de retraite de 5%. Cela fait 18 ans que l'on attend cette décision. La mesure concerne plus de 600 000 retraités. Elle entrera bientôt en vigueur avec un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2020. Également au menu des échanges, le projet de loi organique régissant la grève. La délégation de l'UGTM négocie un compromis qui puisse servir les intérêts de la classe ouvrière, de l'entreprise, en respectant tout à fait les libertés syndicales. Il était aussi question de parler de la cherté de la vie et du pouvoir d'achat des Marocains qui a pris un sacré coup dans un contexte post-Covid, loin d'être des plus favorables. Il faut revoir certaines choses. Ce qui est certain, c'est qu'une nouvelle feuille de route est déjà tracée pour préserver la paix sociale et relever les défis qui s'imposent, ceux d'un Maroc qui souhaite consolider les fondements de l'État social en 2023. C'est ce qui marque d'ailleurs la préparation du nouveau budget. C'est une option qui séduit de plus en plus de salariés, le télétravail. Ce mode hybride a explosé avec la première vague du Covid et le confinement généralisé. Un sondage réalisé par le Conseil économique, social et environnemental confirme ces tendances. 89% des répondants pensent que le télétravail s'imposera comme une nouvelle tendance au Maroc. Lecture des chiffres avec Nissel El Hamdaoui. Près de 82% des Marocains considèrent le télétravail comme une opportunité pour l'économie de temps et d'argent sur les transports. Un constat qui ressort du sondage réalisé par le Conseil économique, social et environnemental sur sa plateforme osharico.ma. Plus de la moitié des répondants à ce sondage estiment que ce mode de travail leur a permis de réduire leur stress, d'acquérir plus d'autonomie dans la gestion des tâches et d'être beaucoup plus concentrés sur le travail. Qu'en est-il de la perception des participants au sondage vis-à-vis du télétravail ? Près de 64% le considèrent comme un mode de travail à part entière, au moment où 24% le perçoivent comme une option temporaire à appliquer en cas de force majeure. Des inconvénients, ils en ont été relevés. Les horaires de travail non délimités sont considérés à hauteur de 61% comme désavantageuses, suivies par l'absence d'une séparation entre vie professionnelle et vie privée à hauteur de 50%. Télétravailler nécessite des équipements spéciaux. 64% des participants au sondage estiment avoir eu besoin d'investir dans du matériel pour être opérationnel. À la question si le travail s'imposera un jour comme une nouvelle tendance au Maroc, la majorité des personnes questionnées y répondent de manière affirmative. Pour ce qui est des perspectives de ce mode de travail, 64,4% des personnes sondées affirment que le télétravail devrait être pratiqué en alternance avec le travail en présentiel. En revanche, 35,6% des personnes ayant répondu au sondage pensent qu'il devrait être exercé à plein temps. Quid des dispositions à prendre pour favoriser le développement du télétravail ?
Plus de 77% ont opté pour la mise en place d'un cadre réglementaire adapté et 64,2% sont pour l'investissement financier de l'employeur dans les charges liées au télétravail. Rabat se dote d'un nouveau complexe de la justice. Construit sur une superficie de 50 000 m², il comprend un tribunal de première instance et une cour d'appel. Houda Louezani Shahidi, architecte et chef du service des études liées au bâtiment au ministère de la Justice, était au micro d'Abdrahim Ben Cheikhi. Le palais de justice se compose de 2 juridictions, le tribunal de première instance et la cour d'appel. Et les 2 juridictions se composent de 4 types d'espaces à caractéristiques différentes. Les espaces recevant le public qui doivent faciliter l'accès du citoyen au service de la justice. Les espaces de travail qui doivent assurer des conditions de travail adéquates. Et les espaces d'archivage qui doivent permettre de garder les documents dans des conditions qui répondent aux normes. Et aussi, il y a des espaces qui ont un caractère social, comme les cellules de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants, qui sont d'ailleurs facilement accessibles depuis l'extérieur du palais de justice, et aussi les front office qui facilitent aux citoyens le fait d'accéder et de repérer les espaces où il va recevoir le service adéquat. Un marché solidaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité vient d'ouvrir ses portes dans la métropole casablancaise. Un nouvel espace de commercialisation équitable. Tous les produits viennent de coopératives féminines. Une véritable vitrine du patrimoine et du savoir-faire marocain que nous expose Houria Boutayeb et Maria Ouad. Les rayonnages sont pleins. On y trouve tous les produits du terroir et de l'artisanat marocain. Huile d'olive bio, miel de jujubier, tapis berbère travaillé à la main, mais aussi de nombreux produits cosmétiques. Ce marché solidaire unique en son genre sert à accompagner les coopératives et contribue à la réduction de la précarité des femmes. Le marché solidaire aide les femmes à se construire et à contribuer à leur autonomie financière. À la fin du mois d'août, nous avons récolté 45 millions de dirhams. Cela crée un impact positif sur la coopérative et une dynamique professionnelle intéressante. Nous employons actuellement 40 femmes au sein de notre marché solidaire. Pour la première fois au Maroc, 2 étages sont entièrement dédiés au commerce équitable. Une nouvelle manière de consommer qui séduit de plus en plus et les Marocains et une clientèle étrangère à l'affût de nouveaux produits locaux à découvrir. Il y a énormément de choix et vous pouvez trouver ici tous les produits du terroir marocain. Nous proposons aussi un large choix d'épices et d'aromates. Nous avons par exemple plusieurs variétés de thym, mais aussi de curcuma et de miel. Les produits J'aime beaucoup les produits du terroir marocain. En plus, ce qui me plaît ici, c'est que je contribue un peu à aider les femmes à s'émanciper. Je trouve que c'est une plateforme qui dénote des produits naturels déjà, de très bonne qualité. Et puis, vu l'équivalence, le rapport prix et qualité, c'est très convenable. Consommer différemment, consommer mieux, consommer solidaire, tel est le Maroc d'aujourd'hui. Un Maroc de l'entraide et du partage, au service des femmes, mais aussi du développement durable. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Oula.